Donc, l'avis pour toutes ces, je vais dire, tous ces commentaires que certains partagent, que d'autres ne partagent pas peut-être. Donc, en règle élémentaire en démocratie, c'est le droit à la parole, après l'écoute. Donc, l'assistance a écouté attentivement donc, ce petit résumé de la situation. Donc, la parole est à vous. Donc, je ne sais pas si quelqu'un va prendre les noms ou c'est moi-même qui vais le faire. Alors, Faisal, doucement, Faisal, Azni, ensuite Boukrif, ensuite Fatah. Bon, comme première liste. Ok, merci. Comme vous êtes journaliste et chroniqueur, donc on vous souhaite déjà le bienvenu. Et une question, je pense dans les mouvements, tous les événements qu'on a vécus, il y a toujours ce problème de... Comment le désigner, mais essentiel. C'est ces événements le déclenchent. Vous avez cité le 22 février. Mais pour l'histoire, je pense qu'en tant que vous êtes journaliste, il est important de situer la genèse. La genèse de ce mouvement 22 février, parce que on commence à entendre c'est Harata, c'est Wihin, etc. Donc, le début, le 16 février, chacun tire, j'ai vu même dans les réseaux, chacun cite Harata, quelqu'un d'autre, non, c'est à Borj Bouarerij, non, c'est ça, ça. Donc c'est bien, en tant que journaliste, vous nous faites un peu un retour, juste avant, 15 jours avant, qu'est-ce qui s'est passé à l'échelle nationale. Moi-même, j'ai fait une petite recherche comme ça, mais j'ai vu qu'au 16 février, il y avait un Djidjel, au même moment qu'à Kharata, il y avait un Djidjel, une manifestation. Peut-être, c'est pas l'ampleur de Kharata, mais donc ça, c'est un petit détail. Sinon, il y a d'autres questions, je reviendrai après. Ça, merci. Ok, merci. Est-ce que tu réponds? Bon, j'avoue que je n'ai pas étudié la question dans le détail. C'est vrai qu'elle mérite, parce que ça sera écrit un jour, elle mérite d'être tout de suite, tant qu'il y a encore de la documentation, d'être étudiée. Et c'est partagé à quelques jours près entre Khrata, où le slogan était Makash al-Uhda al-Khamsa, entre Borj Bouarerij, où le slogan emprunté à des supporters de football, Ya Bouteflika el Maroki, et Djidjel, effectivement. Donc, il n'y avait pas de slogan concernant le monde. Donc, le sujet reste ouvert. Il y a un groupe à Alger qui pense à un musée de ce mouvement qui consisterait à réunir tous les éléments sonores, etc., pour les mettre à l'abri des manipulations plus tard, etc., parce que vous allez assister maintenant à des montages, à des trucs. Donc, les journalistes et les historiens devraient se pencher mais je ne peux pas vous en dire plus modestement. Pas. Merci. Azni. On vous remercie premièrement d'être là parmi nous aujourd'hui. J'ai l'habitude un peu de lire vos écrits à la dernière page de Liberté. Je connais un petit peu les analyses fines que vous avez l'habitude de... J'écris mieux que je ne parle, je sais. C'est tout, souvent. La question que je voudrais poser justement, c'est en termes analytiques. Je veux bien une analyse de votre part concernant les deux points de vue
qui sont venus il y a 2 jours de ça. Je veux parler plutôt de l'interview qu'on a donnée à Saadani dans TSA, qui avait parlé d'Algérie profonde, plutôt du pouvoir profond. Il y a eu aussi la contribution du docteur Saadi qui parle des anciens du DRS. Je me demande, moi je me pose la question, et justement on vient de voir que Gaïd Salah propose l'application de l'article 102. Je voudrais bien savoir quelle est la différence entre les éléments dont parle Saadi, c'est-à-dire qui font partie des anciens du DRS, et le pouvoir profond dont parle Saadani. Je veux dire, est-ce qu'ils travaillent pour les mêmes intérêts contre le peuple? Je veux dire, est-ce qu'ils ont les mêmes intérêts? Et aussi, je voudrais relier ça justement aux intérêts de Gaïd Salah, puisque moi, je soupçonne, comme tout le monde, je veux dire, le commun des Algériens le soupçonne aussi, qu'il est en train de, à travers sa proposition, il veut quand même sauver la barque. Je veux dire, voilà, le mouvement de transition sera sous l'emprise de l'un des leurs et ils pourront conduire donc la transition où ils veulent. Je vous remercie. Pour la relation Gaïd Salah-Saadani, je pense que Saadani a une dette avec Gaïd Salah. Gaïd Salah l'a beaucoup supporté pour être... souvenez-vous du message de félicitations de Gaïd Salah à l'élection de Saadani à la tête du FLN. Où il a émis le message que l'armée est avec le FLN, carrément. Mais en même temps, il a été c'est lui qui a préparé les conditions psychologiques du départ du général Toufiq, en faisant la campagne pour l'État civil. Donc, je pense que Gaïd Salah l'a rappelé pour faire la promotion de sa proposition d'article 102. Parce qu'il est fort probable que le clan Bouteflika n'est pas encore, en tout cas n'a pas été consulté par le chef d'état-major. Donc il y a cet axe الواد عنابة فيه الأحرار طليبة c'est un sous-clan du régime. Bon, pour les propositions de Saïd Saadi, je me méfie un peu de Saïd Saadi quand il colle tout au DRS. Au DRS, en plus, qui est parti, parce que le DRS ne vaut plus... qu'il y a un peu de complotite. Je ne sais pas si dans les rangs, dans les manifestations, il y a des gens du DRS qui viennent le bendir. Mais ce n'est pas ça le plus important. Moi, ce que j'observe, c'est que les jeunes qui manifestent, et les adultes aussi, parce que maintenant, ne sont pas influencés par une partie en particulier. Moi-même, depuis un certain temps, je suis devenu assez actif sur les réseaux sociaux. Quand j'ai fait, il y a 2 ou 3 jours, un post sur le soi-disant gaz gratuit que France prend de l'Algérie, etc., qui est complètement faux, ça n'a jamais existé. Et j'ai rappelé, pour l'histoire, qu'en 82, il y a eu un accord entre la France et l'Algérie pour un prix du gaz supérieur au marché, parce que le prix du gaz étant indexé sur le prix du pétrole, la baisse du pétrole a fait baisser trop le prix du gaz, et sous l'influence de Claude Chesson, un tiers-mondiste,
Mitterrand et Chadli ont signé un accord qu'on peut retrouver dans Internet en 82, où la France, pour faire un modèle de rapport Nord-Sud que Mitterrand a développé au sommet de Cancun, a décidé d'acheter le gaz un peu plus cher. Je ne sais pas si ça a duré, mais ça c'est une vérité historique. Mais pour vendre du pétrole gratuit, c'est très difficile parce que ça passe par la douane, ça passe par des tas de contrôles. Ça ne peut pas se faire, ça. Bon, mais je voulais dire que ce poste a été lu 200 fois. C'est-à-dire que moi aussi j'influence. Chacun peut influencer. C'est ça qui est aussi intéressant. Chacun, par son activité, par son slogan, par son... tout le monde... D'ailleurs, le DRS, je ne pense pas qu'ils soient assez intelligents pour inventer le discours de la marche révolutionnaire. Il faut vraiment être des hommes et des femmes libres pour avoir ce coup de génie que vous lisez tous les jours dans des banderoles, dans des affiches, dans des trucs, connaissant les flics, les trucs qui sont incapables d'imaginer et puis s'ils influencent dans ce sens, peut-être tant mieux. Voilà pour ce que j'ai à dire sur ces deux moments. Merci. deux mots pour Radio Souma sur l'article 5. Pourquoi monsieur Kinkamelo spécialement Vous avez terminé la conférence? Non, Kinkamelo la conférence, c'était qu'un sonore. Ah, ok. Boukrif. Ah, tu dois partir. C'est bon. Azul Flawen, Aslamaïk parmi nous. Donc moi je voudrais juste poser une question par rapport justement à l'article 102 que le chef d'état-major de la MP a demandé l'application. Est-ce que politiquement correct que c'est à l'armée de demander l'application de l'article 102? Est-ce que ce n'est pas justement le retour de l'armée dans les affaires politiques alors que parmi les djihadistes du président, oui, c'est justement faire d'une armée professionnelle, l'armée qui n'est pas politique, l'armée avec les missions d'une armée républicaine. Et maintenant, on voit que l'armée fait la politique. Est-ce que c'est correct? Donc ce n'est pas aux autres de justement de demander. De deux, quelles sont les conséquences, même sur la construction de la Deuxième République, sachant si le retour de l'armée dans les affaires politiques, est-ce qu'il n'y aura pas aussi un danger que cette armée va confisquer comme ils ont fait en Égypte, donc la construction de cette Deuxième République? Deuxième question, de temps en temps on utilise révolution, Hirak, mouvement, vous comme spécialiste, un journaliste qui a fait de sciences politiques, vous l'avez appelé maintenant révolution, vous avez aussi dit mouvement, peut-on savoir quelle est la différence et pourquoi vous voulez comment vous voulez qu'on l'appelle, donc on aimerait bien savoir votre avis. Aussi, par rapport à l'article 102, on peut se poser la question donc, est-ce que les symboles de ce régime, on peut avoir confiance dans ces gens-là, un certain Ben Salah, pour justement mener la transition? Est-ce que ce n'est pas mettre en danger un petit peu tout ce mouvement et arriver à un moment où on va se rendre compte qu'on a été piégé? Donc voilà. Et enfin, je termine par une autre question. Donc après le 28, je sais que le mouvement, moi-même, je m'inscris dans cette idée de rejeter cette application de l'article 102. Donc après 28, il va y avoir vraiment un vide. Qu'est-ce qu'il y a eu de faire? Parce qu'il faut réfléchir aujourd'hui.
sachant que on est un État qui vit on n'est pas seul dans le monde, donc nous avons des intérêts à l'international, nous avons aussi un pays qu'il faut gérer, donc rester plus d'un mois sans gouvernement et que déjà notre rôle à l'international, ça fait depuis la maladie du président a commencé un petit peu, on n'est plus, on joue plus le rôle qu'on devait jouer, donc il y a eu de faire des choses rapidement et pour qu'il y ait cette transition très courte. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a eu de faire? Merci. En ce qui concerne l'armée, le discours a été, depuis l'avènement du régime Bouteflika, que l'armée ne s'occupe pas de questions politiques, qu'elle a rejoint les casernes et qu'elle est devenue une armée républicaine. Il a même voulu faire, par l'acte de démission du général Tawfiq, l'avènement de l'État dit civil, c'est-à-dire que plus personne. Effectivement, quand avec Bouteflika, l'armée n'a jamais quitté la politique, même si Bouteflika est devenu le chef de l'armée. C'est-à-dire que c'est devenu un instrument opérationnel, un instrument de répression, d'organisation, d'ordre, de surveillance, etc. Il en a eu bien besoin en 2001, 2002 pour tirer sur les manifestants du mouvement du printemps berlin. Donc, il était bien content que l'armée est là et que les responsabilités de l'ordre de tuer les manifestants soient diluées. Parce que sans l'hypothèse que c'est une décision qui viendrait du chef de la gendarmerie ou du chef de l'armée, etc., il garderait, il prendrait sur lui-même cette responsabilité d'avoir tiré. C'est un crime contre l'humanité d'avoir tiré sur des gens désarmés qui manifestent. Donc lui, il ne veut pas que l'armée soit vraiment, que l'État soit vraiment civil. Il a besoin de l'armée. Il n'y a qu'en démocratie qu'on n'a pas besoin de l'armée. Dans des régimes autoritaires, de toute façon, il y a deux façons d'avoir le pouvoir. Ou on le tient du peuple, ou on le tient de la force. Donc, il n'y en a pas 36. Donc, bien évidemment que l'intervention du chef d'état-major est illégale et non démocratique et non républicaine. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de république. Quand on dit on va faire la deuxième république, c'est un abus de langage, parce qu'il n'y en a pas eu une première. On va faire la république. C'est pour ça que c'est une révolution, pour passer à la deuxième question. C'est une révolution parce que ce qui arrive en Algérie, c'est un changement radical qui n'a jamais été vécu dans cette société. Même en 1954, c'est un groupe de jeunes qui ont pris les devants et après les autres avaient le choix entre suivre ou rester sur le carreau. Mais un démarrage dans la solidarité, dans l'unité, en tout cas massif comme communauté. Et je dis une révolution parce qu'on n'est pas en train de vouloir changer seulement les régimes, on est en train de nous changer nous-mêmes. À ce que j'observe, si on reste dans le rôle, on est devenu plus regardant aux voisins, on est devenu plus tolérant. On les appelait l'Araya, les islamistes avaient la haine des gens libres, l'arabe, des trucs, tout type de contradictions ont été dépassés. Je ne sais pas si c'est pour un temps ou définitivement. Si c'est définitivement, c'est une vraie révolution. Nous sommes devenus écologiques, on fait une manifestation de 2 millions de personnes à Alger et quand ils repartent, les rues sont propres. Je n'ai jamais été habitué à ce civisme,
c'est une révolution anthropologique. C'est un nouvel Algérien, pour une fois, qui est né contre le pouvoir, parce que Boumdine حب يدير l'homme nouveau, كل واحد حب يبدلنا, mais personne n'a réussi à changer les Algériens. Mais les Algériens ont été poussés à la régression morale, intellectuelle, le pouvoir de la médiocratie, le manque de goût, ils benoût n'importe comment, ils mènent n'importe comment, ils hadront n'importe comment. Et ils sont en train de s'inventer, les Algériens. Ils ont même inventé la langue, quand vous lisez sur Facebook. Et donc, le harouf, les lettres latines, les lettres arabes, dans le même poste, ils provoquent des réactions en kabyle, en arabe, en français, ils sont... C'était possible, il y a un niveau de communication qui n'a jamais été possible jusqu'à maintenant. Les gens s'intéressent à ce qui se passe les chiites après leur marche, ils regardent si ça s'est bien passé ailleurs, etc. Donc, c'est un état d'esprit nouveau, c'est-à-dire que même le calme c'est plus important, à la limite, parce que c'est pour ça que Machi Hirak, c'est une agitation, en termes, littéralement. C'est le mouvement, mais c'est un concept qui ne tient pas compte de l'objectif. La révolution, l'objectif est clair, c'est autre chose que ce qui se fait. C'est renverser la situation. Voilà. Et pour les symboles du régime qui survivent, le régime est toujours là. C'est-à-dire, c'est pas des noms, parce que pour exprimer la globalité du régime, le fait que le régime doit partir dans sa globalité, on fait des têtes. Bouteflika, Ben Salah, Ouihya, واسمه قايد صالح, غول, عمار النغ, etc. Mais ils sont plus, c'est plus que ça le régime. Ça va jusqu'au Weli, c'est le réseau de Weli qui sont les proconsuls de la dictature dans leur wilaya. C'est normal que une rupture, c'est aussi une rupture des têtes, des visages, des noms. Voilà. Et pour l'après 28, l'après 28 avril, il ne faut pas croire, même à Bouzaïa, ça doit se passer comme ça. C'est ça à quoi ça sert les débats d'entre les vendredis. Le mouvement est en train de réfléchir à comment faire. De ces débats qui se passent un peu partout, dans la rue, à Alger, c'est des fois dans la rue, donc les économistes, les entrepreneurs et économistes de Nibni, déjà, ils vont sur des places publiques faire des débats. Donc il sortira des idées. Moi, je peux donner une idée, mais ça ne sera que la mienne. Mais il faut qu'ils commencent à donner des noms autres que ceux qui sont imposés par la pression médiatique. Bouchachi, le reporter de football. Non, il faut qu'à les sortir localement. Et l'essentiel, c'est d'arriver à ce que le régime accepte que c'est d'autres qui vont le remplacer et qui n'a rien à voir avec leur émergence. Qu'ils émergent contre lui. Merci. Fatah. De vous dire bienvenue à l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Merci. Et j'ai envie de dire que ces dernières années, ce nom de Abdelrahman Mira, enfin de l'oublier, de ne pas l'écrire.
Et pour moi, ce n'est pas du tout anodin. Ceux qui le font, c'est comme s'ils regrettent un peu que les Algériens aient bouté hors des frontières la France coloniale. Je ne fais pas l'apologie de la personne d'Abdelrahman Mira. Si c'était à moi, je l'aurais appelé Université Mouloud Feraoun ou Taous Amrouche parce que c'est un lieu de savoir. Mais il se trouve qu'on l'a appelé comme ça. Et moi, je revendique pleinement la guerre d'indépendance que mes parents ont fait. Pleinement, mais alors là, pleinement. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent « je ne sais pas quoi et tout ». Alors j'ai envie de dire à ces gens-là, je vous emmerde. Donc vous êtes à l'université Abdelrahman Mira. Merci. Voilà. Sinon, j'ai envie de vous poser une question. Vos chroniques, elles ont la pertinence du suivi de la chose politique en Algérie. Vous êtes très ancré, et c'est normal, c'est un peu ça la chronique. Et il y a l'esthétique aussi de l'écriture, c'est un peu littéraire, c'est un peu... Il y a de la distance. Est-ce que vous ne pensez pas à les publier, ces chroniques-là? Est-ce qu'il n'y a pas des éditeurs qui vous ont approché pour les publier? Parce qu'il y a des gens qui publient un peu n'importe quoi, des chroniques qui ne veulent rien dire. Elles sont publiées, elles ont du succès, et c'est un peu dommage que... Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens, ils achètent les journaux un peu pour lire d'abord la dernière page. Si c'est pas Chawka Ammari, c'est Mustafa Hamouch, je sais pas, c'est un peu... Donc, je vous encourage à publier vos chroniques. Mais sinon, par rapport au mouvement, vous dites le mouvement populaire, c'est un mouvement populaire. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'université, à titre d'exemple, l'université Abdelrahman Mira de Béjaïa aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est disqualifiée par ce mouvement-là? Preuve en est, cet amphithéâtre, cet auditorium qui prend 500 places, nous sommes à peu près une trentaine, quarantaine de personnes. Et je ne vais pas dire c'est dû au fait qu'on n'a pas fait la publicité ou l'information. Si on prend juste les étudiants qui militent dans les collectifs associatifs, clubs scientifiques, ils sont au courant de cette conférence. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas au courant. Mais je ne sais pas, c'est comme si nous autres, l'université, avec toutes ses composantes, l'administration et même les enseignants, même s'ils se proclament un peu de l'opposition, il y a une espèce, on prend un peu ce mouvement, on prend un peu ce peuple de haut, comme si on a quelque chose à professer qu'eux ils ne peuvent pas comprendre. Quelque chose d'assez aléatoire et pas tout à fait académique, je veux dire l'université algérienne. Elle est ce qu'elle est, on sait ce qu'elle vaut. Hein. On la voit dans les classements internationaux. Combien même Hadjar est le recteur de Béjaïa, il dit que l'université de Béjaïa c'est la meilleure d'Algérie. Peut-être que c'est la meilleure des dernières. Nous sommes, quand on est la meilleure d'Algérie, mais franchement, qu'est-ce que ça vaut? Donc, est-ce que vous ne pensez pas que l'université aujourd'hui, dans son fonctionnement global, c'est-à-dire avec toutes ses composantes, elle est quand même disqualifiée par le mouvement? Sinon, une dernière question, juste pour le fun. Vous avez parlé tout à l'heure de Matoub et vous dites que vous l'avez un peu connu. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il aurait fait aujourd'hui? S'il était présent, s'il était vivant aujourd'hui, dans cette euphorie nationale qui prend les Algériens, quelle aurait été son attitude? Merci. D'abord pour la guerre d'indépendance, la révolution, mais je sais pas, c'est à moi que vous faites le reproche. Je ne connais pas quelqu'un qui... La seule erreur qu'on a faite pour la guerre d'indépendance, à mon avis, c'est à l'indépendance. On a cru que France, on a réglé le problème et on a cru qu'un Algérien ne peut pas faire pire. Et on a baissé la garde. On aurait mis n'importe qui président de l'Algérie, on aurait accepté. Bon, Binatoum, ils se sont bagarrés entre clans, mais ça reflétait aussi une contradiction politique dans la révolution, le baptisme. Mais à l'indépendance, en gros, les Algériens ont dit voilà, donc nous faire alors que ما حكمناش في رواحنا حكموا فينا كما كان avant. Voilà, mais la décolonisation est une étape nécessaire avant la libération au sens
la libération du citoyen. Bon, le mouvement populaire, l'université, c'est vrai que l'université a perdu sur deux plans. Sur le plan massif, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a le seul avantage de l'université en Algérie, c'est que c'est un lieu de mixité important. C'est le seul lieu de mixité où les femmes ont leur place, à ce que j'observe. Je ne suis plus à l'université depuis longtemps. Mais sur le plan de la qualité, c'est pas dû aux universitaires que leur niveau baisse. Quand on n'a pas une bibliothèque à jour, quand on n'a pas les moyens d'être à jour, quand on n'a pas les motivations pour faire l'effort, quand le principe du mérite et de l'effort est bafoué, une université ne peut briller que par ses universitaires, ses étudiants et ses profs, mais il faut un contexte. Parce que les mêmes étudiants, quand vous les transposez dans des contextes de compétition, d'effort, etc., ils font l'effort, ils sont compétitifs. Mais cette révolution est aussi la révolution de l'université. D'abord, maintenant, c'est consacré que le mardi, les universités sont redevenues des lieux de débat général, mais des conférences. Je crois que ça va être utile à l'université, ce mouvement qui lui. Moi, je ne suis pas bien placé pour me plaindre qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Peut-être que c'est moi qui n'attire pas la curiosité. Mais je ne sais pas. Mais c'est aussi les vacances, je crois. Donc, d'abord, ils sont ailleurs ou ils ont d'autres programmes. Mais je ne sais pas. Je ne me prononcerai pas sur cette question. Enfin, Matoub, pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait Matoub, d'abord, c'était quelqu'un qui, à ce que je sais de lui, savait son aura. Donc, il n'a jamais eu les trucs opportunistes d'apparaître comme ça. Il lui suffit d'apparaître pour sculer, pour être populaire. Donc, il n'a jamais cherché à squatter un événement. Donc, il est très discret là. Que ce soit la grève du cartable, par exemple, je me souviens, il a fait un communiqué de soutien, et puis c'est tout, il s'est retiré. Il n'a pas... en octobre 88, il était transporteur de tracts pour Farhat, pour Saadi, donc il n'a pas contesté leur mouvement. Il avait une voiture, il prenait le tract pour distribuer, c'est comme ça que les gendarmes lui ont tiré dessus. Donc, lui, il aurait été un élément du mouvement, mais vraiment, on l'aurait vu marcher sûrement à Tizi Ouzou, à Alger, mais pas plus. C'est pas quelqu'un qui a besoin il peut créer l'événement, il n'a pas besoin d'exploiter l'événement créé. Mais il aurait été peut-être que pas seulement cette fois-ci, mais à d'autres occasions, les choses se seraient passées autrement, y compris pour le printemps berbère, s'il avait survécu. Voilà. Donc, on aurait eu un soutien de marque et un homme mobilisateur. Je crois que je n'ai pas vu en Algérie un personnage capable de mobiliser autant que Lounès. Ça aurait été d'un grand homme. Voilà.
Juste, on oublie que le peuple qui est dehors, c'est un peuple qui a déjà fait l'université. Donc, à mon avis, l'université a toujours sa place. Le 80% des gens qui sont dehors sont diplômés soit de master, soit de licence, peut-être des docteurs qui sont aussi en chômage. Donc, ne sous-estimons pas l'apport de l'université voilà, dans la société. Non, mais il y a aussi autre chose. Le niveau de politisation des Algériens est surprenant dans cette occasion. Quand j'entends des interviews à l'intérieur du pays, dans des régions où on n'a pas l'habitude, parce qu'en Kabylie, on a l'habitude d'écouter les gens s'exprimer politiquement. Donc on n'est pas surpris que les gens aient des choses à dire. Mais quand vous voyez une marche à Bchar, des gens qu'on croyait juste Hachichat al-Bamhaïcha, comme on dit, faire des analyses politiques percutantes et avoir des attitudes militantes, c'est une vraie révolution dans la société, pas seulement dans l'université, mais aussi dans l'université. Merci. Si je me permets de faire un tout petit commentaire par rapport à ce qu'a dit le collègue. Donc la baisse de niveau à l'université. Quand on a un ministre qui nous dit on n'a pas besoin de prix Nobel, qu'est-ce qu'on attend? Donc c'est le choix politique du gouvernement, du pouvoir, du système, on l'appellera comme on voudra, mais les orientations, ce ne sont pas les enseignants qui les donnent, mais c'est plus les décideurs. Donc c'est un élément, à mon avis, parce que c'est pas son mérite qu'il a porté à la tête de l'enseignement supérieur. Même bien que ce soit un universitaire, c'est pas son mérite qu'il a. Donc le titre d'universitaire est devenu une condition nécessaire, mais pas plus. Comment il s'appelle l'ex-président d'APN dont on parlait? J'ai des problèmes avec leur nom. Non, pas Saïdani. Saïdani. Quand on l'a mis à la tête de l'APN, il a commencé par remercier le président de la République pour la confiance qu'il a placée en lui, alors qu'il est supposé avoir été élu par les députés, que rien à voir, c'est même pas le même pouvoir exécutif. Et dans le CV, il est allé s'inscrire à l'UFC pour mettre universitaire dans le CV. Alors que parce qu'on a laissé traîner l'université. Il n'y a pas eu de procès sur les deux ministres, l'affaire des deux ministres qui ont eu des diplômes universitaires sans soutenir. Il n'y a pas eu de procès. C'est pas possible, même le primaire, c'est interdit de changer, de donner des alors, le diplôme universitaire, non. Oui, donc on va continuer en espérant qu'on aura des questions auxquelles Mustafa n'a pas encore répondu. Alors, Monsieur Mouzaya. صباح الخير في الاول العسل منهم نمر 40 صباحتهم ما ديني كان ما كان سوي با داكور سير الحاجه ما ديني سيد لا ريبوبليك كاين نبغى نخدم افون quand on était sous l'état colonial il y avait un état colonial une république coloniale ومن بعد l'indépendance on avait un état algérien indépendant. Mais à mon avis, le peuple, il avait donné à ceux qui ont gouverné avec les manifestations de décembre 60 et tout, fondent contre l'échelle du colon pour dire qu'on est avec ceux qui font la guerre. Essayer de savoir un nouveau élément, c'est que Chabtoura, mais il y a quelque chose qui me fait peur, c'est qu'on n'arrive pas à faire en place un contre-pouvoir.
Il n'y a pas en place un contre-pouvoir. D'ailleurs, même apolitique et tout, c'est... Non, je dis, mais comment tu fais de la politique d'une manière apolitique? Il n'y a pas un parti aussi révolutionnaire dans la société qui peut drainer ni des états-majors quelque part, qu'il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment pour une alternative. Mais qu'est-ce qu'on peut saisir avec tout le peuple qui est sorti dans la rue? Et surtout, mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'un malade qui, ça fait 20 ans, un peu 10 ans, qu'il est malade, va toujours être hydré. Mais il y a des slogans au niveau national, démocratie, Algérie libre et tout. Mais quel État? L'État aussi, il avait changé de nature. Entre l'État de Boumediene, là où il y avait le monopole de l'État sur le commerce extérieur, malgré s'il y avait des gens, il y a quelqu'un qui m'a rappelé, Mehri, il était à la tête, c'est-à-dire dans l'importation et tout de l'État. Et c'est là qu'il a fait qu'il prenait ces pourcentages importants. Il s'est retrouvé même dans la liste de Hamas. Après la libéralisation de l'État, c'est-à-dire ils ont mis l'État n'intervient pas et tout dans l'industrie, dans le commerce extérieur et tout, c'est des importateurs. Les clans se retrouver dans l'État, dans la clientèle de la présidence, c'est important pour prendre toujours plus. C'est-à-dire, j'ai envie, c'est-à-dire qu'on oriente un peu quelle est la position de ces gens. Parce que maintenant, leur offre, on a dit que l'État, il ne peut plus industrialiser le pays. Laissons la libéralisation. Même ceux qui étaient à un moment donné, à un moment donné, il a versé dans l'importation. Est-ce que ça, on va redéfinir, parce que je comprends, on veut un état de droit moderne, un état, le tribunal, avec des coups de fil. Les importations, ce n'est pas avec des coups de fil. C'est-à-dire, on doit mettre un état de droit. Mais, est-ce qu'on va redistribuer encore par rapport à ça? Quelle est notre position par rapport aux richesses nationales? C'est important. Comment, sur qui compter pour industrialiser et aller de l'avant? Ça, c'est pas tout à fait une question. Il y a du commentaire, il y a un peu de questions. Bon, là, bien sûr qu'il faut un état de droit, celui qui industrialise, on ne va pas le désigner, c'est la mise en place des conditions. À l'indépendance, on ne nous a pas demandé de choisir entre la démocratie et la dictature. La formule, c'était entre le capitalisme et le socialisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être solidaire ou là, on veut chacun pour soi. C'est normal que poser comme ça, un socialisme, et on sera nombreux à dire d'autant plus que le monde était divisé en deux blocs, et ceux qui nous ont aidés, c'est plutôt le bloc socialiste que le bloc capitaliste. Donc, on est parti dans notre camp. Et on s'est laissé aller comme ça indéfiniment. On n'a jamais remis en cause, enfin on l'a remis en cause, mais entre-temps l'État, le pouvoir, a pris les dispositions pour la répression sous Boumediene était... des moudjahidines ont été emprisonnés, exécutés, que dire d'un simple chabi. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une remise en cause de ce qui s'est passé au lendemain de l'indépendance. Mais il y avait une répression telle que il n'y avait pas de moyens de communication, de solidarisation.
Mais il y a eu, c'est-à-dire l'histoire de l'Algérie indépendante est ponctuée de mouvements de révolte, des partis ont été créés dans la clandestinité à l'étranger, des gens sont montés, ont pris le maquis à Djidjil, en Kabylie, etc. Il ne faut pas oublier tout ce jalonnement de résistance à la dictature qu'il y a eu depuis l'indépendance. Donc, il y a un peu de ce germe, de ces germes qui ont été semés depuis 50 ans, aussi de lutte politique, qui explique aussi que d'emblée, la révolution Hadi a trouvé des arguments, elle n'est pas si spontanée que ça. Elle est aussi le produit de notre histoire politique de l'indépendance. Ah oui. J'ai une question, c'est par rapport à la décision de Gaïd Salah. Est-ce qu'on peut comprendre que la décision de Gaïd Salah, si pour l'application de la proposition de Bouteflika sans la présence de Bouteflika, donc si quand un discours ou un dialogue avec l'autre, la classe politique. Pourquoi? Donc, il applique la loi de la Constitution. Donc, normalement, si, après le 28, si la période de transition, c'est juste pour préparer les élections. Donc, même la conférence nationale, écartée, peut-être sera écartée. Et la classe politique propose une assemblée constituante, transition, etc. Donc c'est un compromis, donc si à l'hiver, la conférence nationale. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Il vise ça. Donc sans parler de la réponse du public et le mouvement. La deuxième question, est-ce que, vu les décisions de pouvoir, et vu les décisions de pouvoir, en retard, toujours en retard, des bonnes décisions, mais en retard. Et les discours de pouvoir, par exemple, celle-là, etc., la majorité des gens qualifient ça comme le pouvoir ne peut pas voir, le pouvoir ne peut pas voir la situation comme il faut. Donc, qualifie le pouvoir comme idiot. Donc, n'est pas intelligent. Mais, d'autre part, depuis 62 jusqu'à maintenant, ils ont depuis le peuple, ils ont divisé le peuple, ils ont fait ça et ça. Donc je pense qu'ils ont des très grands psychologues, ils ont des très grands politologues, ils ont des très grands sociologues pour faire endormir ce peuple pendant ça. Est-ce qu'il est intelligent ou pas? C'est ça la question. Merci. Intelligent, je ne sais pas, mais malin, c'est sûr. Hein. Ils sont malins. Quand quelqu'un ne veut pas répondre à la question, il fait semblant de ne pas l'avoir comprise. Ou là, il la comprend à sa manière. Ils ont compris que les gens ne veulent plus d'eux dans leur globalité, comme ça, en bloc. Et la seule réponse que les Algériens attendent, c'est de les voir partir. Et c'est là qu'ils ont malentendu. Ils ne veulent pas comprendre ça. Donc ils font une proposition, ils attendent le vendredi suivant. Ils attendent la semaine et le vendredi, parce qu'il n'y a pas que le vendredi. Et puis ça ne marche pas, ça mobilise même. La campagne de Brahimi et de la Mamra a contribué à la mobilisation pour le dernier vendredi. Et puis ils refont une autre proposition. Ce n'est pas toujours le même cette fois-ci, ce n'est plus Bouteflika qui fait la proposition, puisqu'elle exclut Bouteflika, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et il est connu qu'après le président, c'est l'armée qui... Ça permet à Gaïd Salah de se sentir dans un rôle d'arbitre,
Il n'est plus un des lascars, واحد من العصابة, comme ils disent dans les manifestations. Il se considère comme extra-Isaba. Et ça leur permet de proposer une solution intermédiaire. Ce n'est pas forcément l'exclusion de la conférence et de la révision de la Constitution. Ils peuvent toujours réviser autour des 3 mois, ils peuvent toujours réviser la Constitution pour les prochaines élections. Mais il ne peut pas changer le gouvernement comme par hasard. D'ailleurs, ça veut dire qu'on restera avec... pardon. Vous avez raison. Je crois qu'il ne peut pas changer la Constitution au cours de... Vous avez raison. Voilà. Donc, vous avez raison. C'est ce qui va se passer si jamais... Mais ça ne sera pas le cas, bien sûr. Vendredi... Juste pour rappeler aux prochains qui vont poser des questions d'être un peu bref et de ne pas s'étaler sur les commentaires. Et merci. Donc, Monsieur Bender. Alors, il reste donc... Moi Nasser, aussi, je serai bref. Saou, Alitouche, Bouhmila, Boukrif, Neit Bouda. Bon, la liste est assez longue quand même. Mais il n'y a pas que des questions. Si quelqu'un a un avis à donner, il peut le donner, hein, mais c'est forcément une question. Donc, on vous souhaite la bienvenue ici à l'Université de Bijaya, mais moi j'ai un petit commentaire. Donc, il y avait une question qui a été posée et à laquelle on n'a pas apporté des éléments de réponse. Est-ce que c'est au Gaïd Salah de proposer ou d'évoquer l'application, de demander l'application? Moi, il suffit juste de lire cet article 102 de la Constitution, mais je ne vais pas me limiter à la lecture de cet article, mais faire aussi une lecture. Il est expressément prévu que le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit. Quand on dit de plein droit, il n'a pas besoin d'une autre personne, il n'a pas besoin de la saisine d'une autre personne. Donc, ceci dit, il s'autosaisit. Donc, et pour le comment, donc là, la réglementation, la Constitution n'a pas prévu les mécanismes, les voies de cette autosaisie. Mais cela n'empêche pas de faire une interprétation extensive de ce texte en faveur de cette autosaisine. 2. Il dit qu'après avoir constaté, il se réunit et après avoir constaté l'état d'empêchement, cette maladie grave qui empêche le président de la République d'exercer pleinement ses fonctions, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à l'unanimité au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Et comment on constate? C'est sur la base d'un rapport médical. Après avoir constaté, il nous ajoute une autre condition. Il demande à l'unanimité. Le Conseil constitutionnel, il demande à l'unanimité. Le Conseil constitutionnel, c'est un organe collégial. Il a une formation collégiale. Donc il statue à l'unanimité. Si une personne refuse la demande adressée au Parlement pour déclarer l'état d'empêchement, cette décision ne sera pas prise. Et quant au Parlement, il statue en chambre réunie sur déclare l'état d'empêchement à la majorité de 2/3. Donc, après le rapport médical, c'est aux commerçants, aux médecins, de statuer à la majorité de 2/3. Pourquoi on exige cette majorité? À la limite, on exige une majorité simple, pas une majorité forte. Donc, pour déclarer un état d'empêchement, il y a plein d'empêchements. Voilà. Revenons à la question de la médiocrité. L'université, je pense, elle a joué pleinement son rôle ces 2 dernières semaines. Elle a occupé l'université pendant les vacances imposées par le ministre. Elle a rejeté catégoriquement les vacances. Donc, les étudiants, les enseignants, les travailleurs ont beaucoup travaillé durant les 2 dernières semaines. Donc, c'est une conséquence tout à fait naturelle de cette absence, s'explique, je veux dire. Mais revenant à la médiocrité dont vous venez de parler,
Vous avez beaucoup reproché aux ministres de manière générale, et à le représentant locaux, et vous avez reproché plus précisément au ministre de l'Enseignement supérieur, sans reprocher à ses représentants locaux. Sachant que les recteurs, et comme tout le monde le sait, ils mènent la politique de l'autre. Ils sont désignés en fonction de leur tendance politique. Et permettez-moi de vous citer l'un de ces recteurs qui est l'incarnation de la médiocrité en termes de savoir. Je vous cite le recteur de l'université de Bijaya, M. Saïdani Boualem. Je ne vais pas vous choquer, je ne vais pas m'attaquer à sa personne, mais je vais vous citer un cas qui va vous choquer. On a parlé d'état d'empêchement, du blocage de l'État. Permettez-moi de vous informer qu'à ce jour, le conseil scientifique de l'université est bloqué, juridiquement parlant, depuis le 29 octobre. Ça fait 5 jours, 29 octobre, novembre, 29 novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois, le conseil scientifique de l'université est bloqué. Aujourd'hui, depuis le 29 octobre, le conseil scientifique ne peut pas statuer sur aucune question d'ordre scientifique. Et nous savons très bien que le conseil scientifique intervient aussi pour statuer sur des questions qui relèvent des conseils de faculté qui sont en situation de carence. Donc il intervient pour sauver les conseils et les comités. Mais là, on a un conseil scientifique bloqué depuis. Et si le conseil scientifique est bloqué pendant 5 mois, là, on ne parle plus de la médiocrité, mais on parle d'autre chose. Vous n'avez qu'à, et je parle, c'est-à-dire devant publiquement, s'il y a une autre preuve, qu'ils nous la remettent. Donc, je précise, le conseil scientifique ne peut pas statuer après l'expiration de son mandat, et que toute décision prise avant l'expiration, après l'expiration du mandat est réputée nulle. Donc, et comment s'explique cette médiocrité? Parce que tout simplement, ils ne lisent pas la réglementation. Parce que la réglementation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ces conseils doivent être renouvelés au moins 2 mois avant l'expiration du mandat pour éviter la carence. Je m'excuse d'avoir été si long et je vous remercie. C'est par là de l'université. Il n'a pas posé de question. Vous n'attendiez pas une réponse de ma part. Non, ok. Nasser. Bonjour, monsieur Hamouche. Bonjour. Soyez le bienvenu à l'université Abdelrahman Mera. Donc, tout a été dit par mon collègue, il m'a précédé tout à l'heure. Je risque de me répéter, donc je vais aller de 3 buts. C'est-à-dire ce mouvement né suite aux événements du 22 mars 2019, ce qu'on appelle le mouvement populaire, confirme la rupture de confiance entre le peuple et le pouvoir. Mais cette rupture déjà a été faite bien avant. Je vais rappeler un certain nombre d'événements qui ont été passés. Il y a le Moatana par exemple, il y a le mouvement Baraket, et également le parti du RCT. J'étais membre du Conseil national, au RCT. Là, on avait pris une décision, M. Hamouche, et vous avez écrit pas mal de choses, et j'ai suivi un certain nombre de billets, où il y avait la rupture carrément, où ils ont, dans leur résolution, ils ont prononcé l'article 88 à l'époque, qui est devenu l'article 102, également le FLN au musée CTJ précédé. Il y a eu également des marches en 2011 pour complètement dire que ce mouvement, que ce pouvoir doit rentrer chez lui. Voilà à peu près, je rappelle ça. Concernant le CNES, je vais rappeler mon ami Fatah, le CNES il est né par forceps déjà, il faut le dire, c'est le premier syndicat autonome suite à un multipartisme. Et nous avons dit également il y a le multisyndicalisme et le premier syndicat autonome, c'était le CNES à leur tête, Mohamed Tine. Suite
à la rupture des événements en 1992, c'est le cas, et là où le pouvoir il a commencé à racheter celui-là, Mohamedine, qui représentait à l'époque le Kines, il a été comme. Donc il y a une dissolution de la PN et renforcé par ce qu'on appelle le fameux CNT, Conseil national de transition. Et Mohamedine, il a pris part. Donc voilà comment le pouvoir travaille pour casser un petit peu les mouvements et les syndicats. Suite à cela également, nous avons décidé de prendre carrément les porte-paroles. Il y avait 3 porte-paroles. Et ensuite, nous avons continué. Ils savent très bien que l'université, c'est le seul foyer de contestation des résistances. Il faut le dire. À l'époque de Bererhi, moi j'ai assisté à Babzouar, Bererhi, il y avait au moins un collectif d'enseignants. Et à l'époque du Chedia, il y a eu un mouvement de contestation à Babzouar. Pour vous dire que les universités, toujours, ils étaient à la hauteur. Maintenant, il y a des hauts débats. On connaît le mouvement, toujours, il y a des hauts débats. Également, là où il y a Rahmani, je rappelle mon ami Fatah, Rahmani également, il a vendu la mèche. Pourquoi? Parce qu'ils ont intégré M. Saïd Bouteflika, il est également membre. Tout d'abord, Khawas, Adel et tout ça, et puis Rahmani, et allégeance à M. Saïd Bouteflika, où il était membre également actif avant que son frère devienne président. Il était également actif. Voilà comment il a noyauté le Kines. Comment il a normalisé le Kines. Mais le Kines, il reste toujours, moi je dirais Kines, il y a la connu des hauts débats, il y a également la communauté universitaire, elle est toujours dans le mouvement. Dans le mouvement. Jusqu'à, pour vous dire, il y a un cumul de mouvements qui avait éclaté un petit peu, la goutte qui avait débordé un petit peu le vase. Voilà à peu près mon intervention. Et merci, monsieur. Je crois juste qu'il faut faire la différence entre le rôle sociopolitique de l'université et la médiocrité, qui est un problème d'ordre académique et scientifique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la médiocrité, entre guillemets, bien que les universitaires ne méritent pas ce titre, c'est la médiocrité de fonctionnement, pas le contexte oblige à une sous-production intellectuelle, un sous-développement scientifique. Mais il y a aussi la fonction dans la société, la fonction sociale au sens, le rôle dans la société de l'université, qui est une autre question et qui a été peut-être pas totalement remplie non plus jusqu'à récemment. Mais aujourd'hui, l'université est en plein dans son rôle. Alors, si je peux me permettre, par rapport au CNES, on ne doit pas oublier que la question de la démocratisation de l'université a toujours été posée par le CNES. Ce n'est pas concrétisé. Peut-être que le moment est venu. Les raisons, on peut en discuter, on peut diverger, etc., etc. Mais ce combat pour la démocratisation de l'université a toujours été mené, parfois par des petites minorités, parfois il est partagé avec un large consensus, mais on n'a pas pu encore le concrétiser. J'espère que le moment est venu et que bientôt on aura l'occasion d'élire, y compris le recteur de l'université. Merci. Alors, le prochain, c'est Saou. Donc, monsieur Hamouche, merci pour votre conférence. Donc, moi aussi, je vais essayer de... Bon, nous avons fait que ces conférences-là soient un prétexte à débat pour essayer de... Enfin, pour que les gens donnent leurs avis sur la situation actuelle. Peut-être la solution viendrait de chacun de nous. Voilà. Donc, moi, je vais essayer de faire, d'intervenir par rapport à... Bon, les événements se précipitent. Hier, il y a Gaïd Salah qui appelle en sa qualité, je ne sais pas, de chef des armées, parce que vice-ministre de la Défense, je crois qu'il, pour être vice-ministre, il faut appartenir à un gouvernement. Ce gouvernement n'existe pas encore. Et le ministre de la Défense, je crois que c'est Bouteflika. Enfin, s'il y a un vice-ministre, Bouteflika. Il appelle qui? Est-ce qu'il appelle le peuple ou bien le Conseil constitutionnel pour appliquer l'article 102? C'est une question qui se pose. Maintenant, est-ce que
Bon, la population, le peuple, à travers les réseaux sociaux, ils ont déjà répondu hier que donc il n'y a ni Sondeur, ni Ben Salah, ni Gaïd Salah, ni personne d'autre, c'est le système dégage. Donc, pour ceux d'entre nous qui cherchent des solutions dans la constitution actuelle, j'ai dit tout à l'heure à un collègue, c'est comme en mathématiques, on cherche à trouver une solution à un problème avec des équations fausses. Pour nous, donc, la Constitution, enfin pour moi, la Constitution, elle est dépassée. Je ne chercherai pas une solution dans cette Constitution qui a été 1000 fois triturée par Bouteflika, qui l'a construite pour lui. D'ailleurs, donc cet article-là, 102, d'empêchement du président de la République, du chef d'État en raison d'état de santé, il a déjà calculé à mettre Ben Salah, qui lui, il sait qu'il n'est pas d'origine algérienne, donc il bloque dès le départ, il a tout calculé, il a tout fait pour construire une constitution sur mesure pour lui. Donc il n'est pas question pour nous de chercher des solutions. Bon, les juristes, dans cette constitution, les juristes qui n'ont que cette constitution comme référence, bon, je pense qu'il faut mettre une barre là-dessus et chercher à autre chose. Le problème qui se pose pour l'Algérie actuellement, c'est que, bon, c'est vrai que les événements se précipitent du jour au lendemain, donc on peut s'attendre par exemple ce soir à ce que Bouteflika ayant reçu, puisque c'est lui l'actuel président de la République, ayant reçu qui ont entendu que Gaïd Salah le lâche, il peut démettre Gaïd Salah. Il peut le démettre, donc on sera dans une autre situation, ou alors il peut démissionner de lui-même, ou de toute façon il faut s'attendre à toutes les possibilités. Voilà, donc vous en avez parlé. Le pouvoir, il est dans un lâchage, et il est en train de passer de concession en concession, comme vous l'avez dit, M. Hamouche. Il fait une proposition, il attend vendredi, mais le mouvement s'essouffle. Ah ben c'est bon, c'est la proposition, mais le mouvement il ne s'essouffle pas, et ben il va encore concéder une autre, il va faire une autre concession. Bon, je suis sûr que le vendredi prochain, il sera encore plus grandiose que les autres vendredis, parce que remplacer Bouteflika par Gaïd Salah, c'est une donc c'est la même chose. Donc le peuple ne voudra pas ça, la population ne voudra pas ça. Mais nous sommes, en tant qu'universitaires, en tant qu'acteurs de la société civile, condamnés à trouver des solutions. En 92, donc avec l'arrêt du processus électoral, il y a eu donc arrêt du processus électoral. Nous étions en vacances de pouvoir. Et ben, le pouvoir, c'était l'armée. L'armée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a désigné un HCE. Donc, vous vous rappelez, Boudiaf, c'est eux qui ont désigné. Donc, Boudiaf et tous les membres du HCE. Actuellement, ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, c'est que quelque part, il y a des forces occultes qui veulent nous désigner un HCE bis. Est-ce que, bon, Bad, bien sûr, à chaque fois qu'on met un nom, les gens ils lui tombent dessus, ils le salissent. Donc, et la tendance générale du DRS, des gens, ah, ben, tous kiff, donc ils sont tous mauvais. Eh ben, il n'y aura pas de ça, mais il nous faut quand même, le pouvoir il passe, il nous faut passer il faut faire une transition de la dictature vers la démocratie. Il faut une instance de transition qui doit s'occuper de cette transition-là jusqu'à ce qu'on ait élu un président de la République et un parlement et des institutions et une constitution. Tout ça doit se faire, mais le problème number one qui doit nous préoccuper, c'est comment gérer cette vacance, au moins le début de cette vacance du pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, une élection, au lieu d'une désignation par des instances occultes, une élection par des grands électeurs d'un présidium, d'une 4-5 personnes,
des grands électeurs, je ne dis pas parce que par tout le peuple algérien, parce que nous connaissons tous, nous ne pouvons pas aller aux élections actuelles, le fichier électoral il est faux, ceux qui vont organiser les élections sont de l'administration, ils sont affiliés à ce pouvoir, mais par exemple des grands électeurs, je pense par exemple à l'université, on connaît qui est qui, on connaît le fichier électoral des enseignants et on votera sur par exemple cette instance. Qu'elle soit élue, l'essentiel, c'est une période de transition de 2 à 3 mois qui va finir par installer un gouvernement de transition. Ça, c'est une proposition. Il y a d'autres propositions. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça. C'est le nœud du problème qui se pose à l'Algérie actuellement. Bien sûr, viendront la constituante ou bien la constitution où on aura toute l'Algérie qui va se réclamer ses spécificités. Ça ne va pas être facile à gérer. Nous devons aussi être là pour essayer de calmer le jeu, essayer d'être tolérants, essayer de laisser, de donner, de faire en sorte que l'Algérie de demain ou bien la nouvelle Algérie soit cette Algérie dont rêvent nos jeunes qui sont sortis, qui sont très jeunes et qui rêvent d'une Algérie belle et rebelle. Merci. Merci, ça. On a déjà l'avantage que les Algériens qui manifestent, c'est-à-dire la quasi-totalité du pays, savent ceux dont ils ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas. Les critères sont assez précis. Maintenant, pour cette voie des grands électeurs, il faut peut-être l'explorer. Il faut surtout penser comment les identifier, ces grands électeurs. Est-ce que l'université, est-ce que les socioprofessionnels? Sauf que Tunis, c'était un peu plus simple, parce que l'aspect révolutionnaire tel l'UGTT était évident. Il y a un syndicat progressiste, mais c'est un syndicat féodé qui m'a. عندهم un CNES, oui, un CNES. عندهم une communauté de militants de droits de l'homme identifiés, etc. Ça leur a facilité la tâche d'identifier qui peut travailler à la refondation. Il y a trop de prétendants, mais en même temps, ils ont une histoire un peu compliquée. Mais il faut faire confiance à la rue, entre guillemets, qui a déjà mis en place ces critères, en particulier tout ce qui a contribué à la mise en place, au renforcement, au soutien, etc., du régime actuel. Le reste, il faut approfondir. Je pense que ce genre de réunion doit désormais comporter cette réflexion sur ce qu'on a. Mais il faut une instance de transition, parce qu'on ne peut pas aller à des élections dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire nécessairement organisées par l'administration et sur la base d'un fichier électoral trafiqués, etc. Avec des walis de l'ancien régime, c'est pas possible. Okay. Alors, Monsieur Alitouche. Salam alaikum. Bienvenue, Monsieur Hamouche. Le mot révolution, ça fait rêver. Et ça peut faire peur aussi. Ça fait rêver, je préfère être dans le camp des rêveurs. Donc, non des peureux. La révolution qu'on se propose de faire, c'est par rapport à une situation, celle qui prévoit actuellement, et celle qui perdure depuis la fin de la guerre de libération. Vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez dit, si on a commis une erreur pendant cette guerre de libération, c'est à l'indépendance. À l'indépendance, ce qui s'est passé, c'est le CNRA de Tripoli. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce CNRA? Il y a eu une discussion pour la charte de Tripoli, pour faire la charte de Tripoli.
les témoignages qui nous viennent de cette période-là, c'est que pour discuter du programme de Tripoli, de cette charte-là, ça s'est fait en 5 minutes. Ça n'a posé aucun problème. Les options socialistes, etc., ça c'est une lettre, c'est comme une lettre à la poste. La pierre d'achoppement, c'est le choix des hommes. Qui va diriger cette nouvelle Algérie? C'est là où s'est posé le problème. Quand on parle de révolution actuellement, est-ce qu'il faudrait faire une révolution par rapport à cette pratique-là? Est-ce que, parce qu'il s'agira de choisir des hommes, les méthodes ne sont pas nombreuses pour choisir les hommes, parce que si on veut faire un choix démocratique, ça ne peut être que des élections. Période de transition oblige, on sera obligé d'innover, de faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire. Mais en même temps, on ne va pas perdre de vue qu'il s'agira d'une nouvelle situation qu'on va faire sortir de ces instances de transition. Cette nouvelle, ça serait quoi? Ça serait une constituante? Ça serait une nouvelle constitution élue par votée par les personnes qui seraient désignées? Plein de points d'interrogation là-dessus. Mais il ne s'agira plus, il faudrait peut-être réfléchir à une charte ou bien à une constitution qui va évacuer les tensions ou bien dépouiller, si vous voulez, cette constitution-là des points de vue idéologiques. Moi, je pense que revenir à une constitution telle que celle qu'on a actuellement, ça serait aller à des tensions qui vont perdurer. Ça serait un débat byzantin interminable. Certains voudraient mettre un peu plus d'amazérité, d'autres voudraient mettre un peu plus d'arabité, d'autres voudraient mettre un peu plus d'islamité. Et bien sûr, le contraire de tout ça aussi va être sur la table. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas aller vers ce type de débat interminable et de tensions qui risquent de nous faire sortir du rêve, parce qu'on a commencé par dire qu'on voudrait être dans le camp des rêveurs. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport au temps. Moi, je pense que sans vouloir être pressé d'arriver, on ne peut pas aussi attendre le 28. Le 28, c'est loin pour... On ne peut pas attendre... Il faut aussi, dans nos têtes, ne plus attendre l'initiative d'un régime qu'on veut dégager. Si on veut que ces gens-là partent, on ne peut pas attendre la solution 2. Puisqu'il ne peut pas être la solution, ça on est d'accord. Donc pourquoi nous attendons qu'ils nous donnent des clés? Il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Il faut les presser, il faut chercher des moyens pour les presser. On ne peut pas attendre d'un vendredi à un autre une solution entre les deux vendredis pour la refuser. Parce que tout ce qui viendra d'eux sera refusé forcément. Donc on ne peut pas rester dans l'attentif et cette position-là ne nous arrange pas. Le temps ne joue pas pour nous. Il faudrait donc réfléchir à d'autres moyens d'aller vers un peu plus de pression sur eux pour qu'ils partent le plus vite possible. J'ai pas de solution, bien sûr. Merci. Moi non plus, je ne suis pas de ceux qui ont peur. Il y a beaucoup de questions de société qui ont fait beaucoup de progrès. Je pense que la place de la religion, la majorité ne sont pas des questions qui vont bloquer dans la société, à ce que je sens,
la question de la majorité est banalisée. Tout le reste doit être une question de méthode. Donc, dans la Constitution, Tamazert a sa place qui n'est pas contestée. Je le vois dans les marches ailleurs qu'en Kabylie. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'offusquer du drapeau amazigh ou là de slogans en kabyle. J'espère que ça va. Bien sûr, les idéologies survivront. L'islamisme, l'arabisme, ils auront leur. Ça, c'est un combat comme un autre aussi. En Tunisie, vous avez vu comment ils se sont battus dans le débat sur la Constitution contre les islamistes, c'est-à-dire les gens qui auront à s'investir dans la période de transition doivent être des militants de la nouvelle Algérie, démocratique, plurielle, solidaire, etc. Donc il n'y a pas de doute qu'on va au-devant de difficultés et de luttes. Parce qu'il n'y a pas que ce qui est cristallisé dans le régime qui pose problème. Les idéologies sont aussi dans la société, dans les officines. Donc, il ne faut pas être béatement optimiste, mais il faut être, et je crois que c'est la disponibilité des Algériens à défendre cette Algérie-là qui rassure. Mais chez la facilité, bien sûr, ça sera pas. On ne fait pas un pays démocratique facilement. Alors, Monsieur Bouhmila. Oui. Alors, je reviens à la charge. Quand j'ai dit l'université ne joue pas son rôle, c'est pas de l'autoflagellation. Mais c'est quand même bien de faire son autocritique. Parce que sinon, je sais pas quoi et tout ça, il y en a marre. Ici même, dans cet amphithéâtre, on en a discuté. Nous voulons être l'élite, nous voulons être la locomotive. Et puis la rue nous a dit non. La rue se fait un peu sans nous. On a un petit carré dans les marches de vendredi, point barre. Donc, il faut faire son autocritique. Il faut Parce que si je compare deux événements seulement, 20 avril 80, Tizi Ouzou, l'université de Béjaïa n'existait pas. Toute la Kabylie convergeait chaque jour à Ouadaïsi et à Hasnawa, surtout Hasnawa, je crois, pour s'informer, pour dire son avis, pour diffuser l'information quand ils retournent l'après-midi chez eux dans les villages. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Il faut réfléchir à ça. Il s'est passé quelque chose depuis le 20 avril 80 et maintenant. Il me semble qu'on a été corrompu quelque part. Sinon, un exemple, quand on dit les canaux d'information sont fermés aux Algériens ou aux universitaires. Aujourd'hui encore, les universitaires n'interviennent que très peu sur Facebook. Très peu. Sinon, c'est pour liker, comme on dit, pour peut-être partager un peu. Et puis, on a beaucoup qui interviennent en mettant des pseudonymes. Il se fait appeler Chouk Noris ou je sais pas quoi, parce que le recteur, il va lui refuser un stage à l'étranger. Non, ça se passe comme ça. C'est la vérité. Hein? Donc, pour moi, le statut d'être humain déjà, c'est pas comme ça. Si j'ai droit à un stage, donc c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas, mais sinon, je serais très content que l'université soit réellement la locomotive du mouvement. Par exemple, aujourd'hui, on est là, on adhère complètement au calendrier du système ou du pouvoir, alors que la rue, elle dit au système, dégage, تخر ارحل. وحنا البارح صالح قايد قال حاجه وحنا رانا اون بيغوري تو سا واش قالوا نديري ربي اللي قال اقرا. Mais c'est quoi صالح قايد هذا؟ On leur demande de dégager, après on est collé à notre télévision France 24 واش قالوا. Non, il me semble que quelque part on est addict à ce système. Hein. Il faut faire son autocritique et merci. Ouais. Ça aussi c'est un projet, il faut que l'université s'ouvre.
Moi, j'ai vu des pays où l'université, il n'y a pas d'enceinte. C'est sur un quartier, vous passez, c'est des immeubles. Mais en fait, il y a des salles de cours, des amphis, le resto U. Et un jour, je me suis retrouvé en Allemagne, dans une petite ville qui s'appelle Kassel. Et on n'avait pas les ordinateurs portables, etc. Et quand je voyage, souvent, je continue à faire ma chronique. Donc, je suis rentré, j'ai trouvé un restaurant à 5 euros dans l'université, une bibliothèque fait des ordinateurs et Internet. Et j'allais travailler. Chaque jour, j'allais faire ma chronique à l'université de Kassel. Mais c'est un quartier. Un agent de sécurité. C'est vrai que le terrorisme a donné prétexte. L'agent de sécurité est devenu un personnage. Il y a des histoires qui se passent dans les universités. Alors que le passant, le fallah, le marchand là, qui passe devant les universités, c'est une institution. Alors qu'on devrait que la cafette soit ouverte aux gens. عند الباب في برا ما تديرش une cafétéria cachée وين غير les étudiants. Au Canada, ils créent les chambres universitaires aux gens, aux touristes. Ils gagnent de l'argent. Bon, c'est un autre. Ils gagnent de l'argent, mais en même temps, vous pouvez séjourner dans un campus en étant juste touriste. Et ça peut c'est-à-dire, ça peut aider l'université. Malheureusement, مازال احنا la théorie de l'enceinte, du grillage, de trucs. Je sais pas, il faut que. Pardon? C'est bon? خلاص أنا ça y est. Alors, Boukirif, Il y en a qui reprennent. je ne l'ai pas vu. Il y en a qui reprennent la tournée. Juste un petit moment. Donc, il reste Boukirif, Neit Bouda, Habi, c'est-à-dire moi-même, et Mahrez. Et je ferme la liste. Vous êtes d'accord? Ok, merci. Merci. Donc, je voudrais juste rebondir par rapport à une question qui a été posée concernant l'industrie en Algérie, tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que ce n'est pas le moment de débat, c'est des choses, mais tôt ou tard, on doit en parler d'une autre vision économique de l'Algérie de demain, puisque s'il y a échec de la Première République, parce qu'il y a eu échec aussi des modèles économiques qui ont été choisis. Donc on ne peut pas dissocier l'économie de la politique, les deux vont ensemble. Donc je dirais que nous avons une industrie, une base industrielle qui peut être une base pour une relance économique en Algérie. Mais tout simplement, l'industrie que nous avons souffre des choix qui ont été opérés. C'est une industrie qui se base sur les importations. Donc avec un taux d'intégration très très faible. Donc on dépend entièrement des importations. Donc la preuve qu'on a essayé de limiter les importations, on n'a pas pu parce que les entrants, il y a beaucoup d'entrants qui justement que nous importons. Nous n'avons pas créé un marché de sous-traitance et parce que aussi il y a des lobbies d'importation, des lobbies qui sont très forts, qui sont constitués à partir du moment qu'on a justement mis à côté la loi, l'article 171 du Code de commerce. Qui au départ c'était le monopole de l'État sur le commerce étranger. Donc ce qui fait maintenant un peu notre industrie dépend de l'importation, donc pour juste répondre. Mais ce qui va relancer, ce n'est pas parce que le rôle de l'État c'est de créer les conditions de relance économique. Ce n'est pas à l'État de le faire. Aujourd'hui nous sommes très mal classés concernant le climat des affaires. Nous sommes le dernier rapport de la Banque mondiale, 145, 146, tout ce qui s'ensuit. Donc il suffit justement d'une démocratie, il suffit d'une pratique de bonne gouvernance pour créer les conditions de relance économique et vous allez voir que nous avons un privé très fort qui peut investir, c'est un pays très attractif qui peut attirer des investisseurs étrangers et l'industrie va se porter bien. Donc la base c'est justement la démocratie, c'est une deuxième république où il y a des règles du jeu claires, nettes et précises et c'est ça qui va relancer notre économie. Donc juste pour répondre un petit peu, donner un avis par rapport à cette question. Merci. D'accord. Neit Bouda, oui. Bonjour.
Alors, il y a une réflexion, je voulais faire, enfin, je profite de cette occasion de la faire, de la partager en même temps, s'il y a avec vous. C'est, je pense, à mon avis, qu'il y a deux Algéries, en gros, hein, dans la société algérienne. C'est mon avis, ça reste mon avis, ces deux Algéries-là, c'est peut-être c'est ce qui a fait que beaucoup sont surpris de la révolte populaire. Pourquoi? Donc je vais droit au but. Ces deux Algéries-là, à mon avis, il y a un problème de génération, de deux générations. Il y a une rupture, enfin, pas tout à fait rupture, mais il y a un décalage entre deux générations. Ça, on l'a vécu, depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années, dans toutes les contestations qui ont eu lieu, qu'on était acteurs, quelque part, beaucoup ont été dedans. On a constaté ce décalage entre deux générations, et maintenant il se confirme. C'est mon avis, il se confirme. Ces deux générations-là, il y a les 30, sur le plan âge. Pourquoi? C'est pas un truc, je sais pas, mathématique, mais c'est sociétal. Parce qu'il y a des raisons objectives qui ont fait qu'il y ait ça. Sur le plan génération, il y a une génération, disons 50 ans, 60 ans, 70, qui ont vécu des moments historiques qui sont totalement différents d'une autre génération qui ont 40, 30, 20 ans. Donc, entre guillemets, moi-même, je suis au milieu, c'est la quarantaine, j'observe cette séparation parce qu'on est en contact des deux. L'université, c'est un peu, elle caractérise un peu, puisqu'on a, les deux générations sont là actuellement. Donc, on voit ces différences. Donc, pourquoi le rêve il y a un rêve que M. Alitosh, la peur d'avoir un rêve qui va, justement, c'est la génération, entre guillemets, les plus âgés, qui peuvent briser ce rêve. De l'autre génération qui a été écartée de tout pouvoir de décision et de prise de décision ou de quoi que ce soit dans tous les secteurs. Je dis bien de tous les secteurs, que ce soit au pouvoir ou dans l'opposition, les partis. C'est ce qu'on constate. Il y a un décalage. Toute la génération 20, 30, 40 fuit les partis. Là, enfin, il y a des exceptions, mais je parle de la majorité. Donc, en plus, l'autre génération, il y a un autre aspect sociologique. C'est l'histoire qu'on a vécue, qu'a vécue l'Algérie. Les années 70, les années 80, etc., il y a eu des antagonismes qui ont eu lieu. Donc le mouvement, les années 70-80, c'est ce qu'on a lu, on ne l'a pas vécu pour ma génération, mais on a vu qu'il y avait des antagonismes, il y avait des idéologies, il y avait beaucoup de choses, communistes, islamistes, berbéristes, etc., des éthiques, des concepts. À mon avis, la génération qui est la première, qui est plus âgée, est toujours figée dans ces concepts. Elle est restée figée dans ces concepts. La génération qui est venue après, nous, on a vécu, on était étudiants, on a vécu l'ouverture, on a vécu des débats contradictoires en 88, etc. On a vu de tout. Donc, après, il y a eu cet enfermement, il y avait le terrorisme, il y a eu l'avènement de Bouteflika qui a tout, il a fait le vide, donc il y avait une fermeture sur tous les plans. Tout ça a contribué à garder à chacun dans son camp. Donc cette séparation, ce décalage a été amplifié au fur du temps et beaucoup de nos aînés sont restés figés dans des concepts que actuellement ils commencent à ressortir
nous et ceux qui sont moins jeunes que moi, on a une autre vision de l'Algérie. On a une autre manière de voir les choses. D'ailleurs, on accepte d'entendre tout. Et on peut critiquer tout et on peut trouver toujours un point commun. Alors que on constate que d'autres, non, c'est noir ou blanc, etc. etc. Donc, ça, je le dis parce qu'on le voit. On le voit dans les déclarations de tous les responsables politiques. Excusez-moi, dans les journalistes aussi. Il y a ça. Il y a toujours les anciens réflexes qui reviennent. Avec un mot, on comprend ce qu'il y a derrière. Mais l'Algérie a changé. L'Algérie a changé. Moi, je pense que si réellement vous voulez que ça soit une révolution, il faut que l'ancienne génération donne laisse. À la limite, ne bloque pas cet espoir, ne brise pas cet espoir. Donc voilà, c'est une réflexion. J'appelle tout le monde à faire ça, en commençant par nous, à l'échelle de l'université et dans tous les secteurs. Et voilà, et je vous remercie. Merci. Merci, monsieur. Rien à ajouter. Bon, alors, je me suis inscrit, donc je suis l'avant-dernier en principe. Alors, moi, je voudrais donc parler d'un sujet qui n'a pas été évoqué durant cette conférence. Alors, M. Mustafa Hamouch connaissait Matoub, c'était son ami intime. Ils avaient partagé de longs moments, pratiquement jusqu'à sa fin. Mais ce n'était pas le seul personnage qu'il avait côtoyé. Je vais vendre la mèche. Il avait aussi côtoyé Farhadi Maziani Moula. Donc, c'était aussi un de ses compagnons de lutte. Non, c'est un camarade d'études. Oui. Donc, ma question va concerner donc le côté Algérie de demain. Est-ce qu'on va continuer tel que c'est fait maintenant, donc un seul pays, une seule assemblée populaire, etc. Ou alors allons-nous vers une autre organisation du pays sous forme de région, comme ça se fait en France par exemple, où des régions ont été créées avec des présidents de région qui de plus en plus arrivent à avoir des prérogatives qu'ils n'avaient pas avant, ou alors carrément aller à ce que, par exemple, Farhad appelle l'autonomie de la Kabylie, entre autres. Indépendance, c'est ce que j'ai dit, non indépendance ou autonomie, bon. Donc, est-ce que M. Hamouch a un avis là-dessus? Et merci. En tout cas, sur l'autonomie ou l'indépendance, c'est un vrai problème. Je suis à la frontière, je suis Dzmouri. Je ne sais pas si... Hein? On a posé la question à Matoub un jour, il a dit la frontière doit être Nig Akham Hamouch, c'est-à-dire de sorte à ce que ma maison soit du côté de la Kabylie. Plus sérieusement, la décentralisation de la décision politique, économique, sociale, culturelle, etc., est un élément de démocratie. C'est même une forme supérieure de démocratie parce que les États organisés sous forme fédérale et confédérale constituent les meilleurs exemples de démocratie. En Suisse, on parle trois langues dans 3 régions différentes. Personne ne peut soupçonner la Suisse d'avoir un problème d'intégration politique. L'Allemagne aussi, c'est des Länder, c'est pratiquement des républiques. Les États-Unis, le Canada, tous ces grands pays démocratiques sont organisés sur la base d'une décentralisation poussée. Il n'y a pas de raison que ça... Même la France, comme disait mon ami, qui nous a légué ce modèle très central, s'en est départie à créer des régions avec de vastes prérogatives. Et dans le schéma actuel, le Wali, c'est un véritable proconsul de l'autorité centrale qui
qui généralement est étranger à la région et qui supervise le travail jusque dans les communes. Pour la question de la Kabylie proprement dite, je n'ai pas d'avis, mais je comprends que l'idée naisse de... Non seulement il y a des éléments historiques pour ça, mais en face, le pouvoir a fait une véritable entreprise parce que ce qui lui reste comme résistance culturelle à l'idéologie dominante se trouve pour l'essentiel en Kabylie et dans l'intelligentsia un peu francophone. Donc je comprends que cette idée naisse parce que devant l'offensive politique pour une normalisation de la Kabylie, c'est-à-dire des choses qui étaient culturellement inconcevables sont devenues naturelles en Kabylie. Il y a une invasion idéologique islamiste qui touche le peuple. Pourquoi on sanctuarise un milieu naturel, on ne peut pas sanctuariser un milieu culturel? Si cette idée est née, c'est parce que en Kabylie, on s'est senti pris dans un processus de déculturation. Et peut-être, voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas mon idée, mais je la comprends, même si elle est un peu mal prise en charge d'un côté, et que l'Algérie a besoin de la Kabylie. Elle a toujours eu besoin de la Kabylie dans le renforcement de la perspective démocratique. Alors l'Algérie sans la Kabylie, ça va être la catastrophe. Voilà, c'est un mais je ne suis pas. Ok, merci. Donc, dernier intervenant, Mahrez. Alors, Zulf Laoun, Mustafa Hamouch, l'Aslamach d'ailleurs, je n'ai pas pu assister à toute la conférence, je suis un peu arrivé en retard. Je me permets quand même de vous poser non, il n'y a une pas petite... eu beaucoup de conférences, l'essentiel était dans le débat. Effectivement, une petite question. Tout à l'heure, mon ami Bouddha Faisal classifiait un peu l'Algérie en deux. Je vais essayer de la classifier en 4+1. Classe plus 1, il y a l'Algérie de la présidence ici relais, l'Algérie des résidus du DRS, l'Algérie de l'état-major, l'Algérie bien sûr de l'oligarchie et les familles qui composent un peu, les familles d'argent qui composent un peu ce qu'on appelle l'oligarchie algérienne. Et une autre Algérie, c'est l'Algérie qu'on a trouvée dans la rue. C'est Chab. Et ça me rappelle qu'il y a une année, j'ai lu l'une de vos chroniques que vous avez publiées en disant, je ne me rappelle pas tout à l'heure, j'ai essayé de la chercher, et vous parlez d'un changement de l'intérieur. Et si on prend justement les 4 Algéries plus une, on va se retrouver devant 2 schémas opératoires du changement. Un changement de l'intérieur et un changement de l'extérieur. Ceux qui demandent le changement de l'intérieur, c'est ces 4 Algéries, l'oligarchie, les anciens DRS, l'état-major et la présidence. Et le peuple, il demande son changement. Bon, j'ai dit, vous avez prôné un changement de l'intérieur. Il y a une année, oui, dans une chronique. Il y a pratiquement une année. Et vous dites finalement c'est la meilleure ou le meilleur schéma opératoire qui peut permettre justement à une véritable alternance, démocratie, etc. Parce qu'il y a des forces internes vives qui peuvent changer les choses. Interne au régime. Oui, interne au régime. Vous dites changement de l'intérieur. Donc effectivement, je veux des petites clarifications par rapport à ça. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui demandent aujourd'hui un changement de l'intérieur du régime? Et entre guillemets, lorsqu'on parle d'un changement de régime, ça veut dire tout simplement une alternance des clans.
ou bien un changement qui est tout simplement une rupture radicale avec ces 4 Algéries imaginaires ou imaginées. Tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question de ce climat paranoïaque, schizophrène, clôturé, etc. Ça me rappelle que j'ai été invité à Souk el-Tenin pour animer une conférence. Et il y avait un débat assez important sur la question de l'ouverture des frontières algéro-marocaines. Et cet ami habite au dernier étage, dans un bâtiment de 5 étages ou 6 étages. Et puis, il me dit, voilà, est-ce qu'on va manger le balcon? Et je trouve qu'au 6e étage, il a mis un barodage. Et dans le débat, il me disait, l'ouverture des frontières maroco-algériennes. Je lui ai dit, c'est au 6e étage. Tu fais du barodage. Comment on demande effectivement, et je suis parmi ceux qui demandent justement l'ouverture des frontières franco-marocaines. Et comment on demande effectivement l'ouverture de ces frontières. Ça m'est venu à la tête une réflexion un peu dans le domaine de la psychologie ou de la psychanalyse. C'est qu'en fin de compte, si ce régime a réussi quelque chose, c'est qu'il a réussi une distribution équitable de la schizophrénie et du paranoïa. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je suis surpris d'apprendre que j'ai écrit que j'étais que je croyais en un changement de l'intérieur. Un de mes thèses dans ma chronique, du moins ces dernières années, sont des thèses pessimistes. Donc, je ne m'attendais pas à cette prise de conscience collective instantanée et drôle. Je l'ai écrit, je dis, s'il faut faire un mea culpa, je fais un mea culpa. Je n'ai pas espéré assister à la naissance de l'Algérie psychologique actuelle, de l'état d'esprit. J'avais prédit 2 issues. Une catastrophe chaotique le jour où il n'y aura plus d'argent parce que tout est basé, tout est fait pour que ce pays ne fonctionne que tant qu'il y a la rente. L'économie d'abord, le fonctionnement de l'économie, elle est basée sur l'importation. Le social, il est basé sur le transfert de ressources naturelles vers l'estomac, vers la et la corruption, y compris de la société. Parce que c'est une forme de corruption de faire attendre les gens 12 ans, ils ne bougent pas en attendant que le chantier le logement social, etc. La corruption qu'on a essayé de petits jeunes à qui on donne des projets de Ishri Tonobil pour soi-disant l'enseigne, etc. L'argent qu'on distribue pendant les élections un peu à tout le monde. Donc, j'avais prévu ça et j'avais craint cela et j'avais craint la version Stan, la version Algéristan d'une Algérie. Moi, j'ai prédit que le successeur de Bouteflika, ça risque d'être celui qui a le plus de chances de succéder à Bouteflika, c'est l'État islamique. Donc, pour un changement démocratique de l'intérieur, j'ai jamais cru, si je l'ai maladroitement écrit ou un jour si vous retrouvez la chronique, il faut me le... peut-être, en 20 ans de chronique, des milliers de chroniques, il m'est arrivé de faire des conneries, de dire des bêtises, certainement. Quelques-unes sont remarquables. Le reste, c'est un travail au quotidien. Il m'arrive, j'ai mal aux dents, les affaires, mais je n'ai jamais cru. Bouteflika, en 98, je n'y ai pas cru. Et ma rupture définitive avec le RCD, c'est le gouvernement de 2000 avec des ministres RCD. Donc je n'ai pas une seconde cru les chroniques du soir d'Algérie, parce que à cette époque j'étais encore au soir d'Algérie. Voilà. Et dans une solitude
Je vous dis pas, hein, en 98 pour être, et 99 pour être contre Bouteflika, il faut se lever très tôt. On est dans la minorité. Je me souviens, Bachnouril, à quel point il a séduit pas seulement les dirigeants de partis, etc. Je me trouvais en septembre 99, en septembre 2000, pardon, dans un taxi. Il y a eu un match, il y avait deux jeunes qui commentaient le match de la veille. C'était le premier jour de championnat, un match Isma Mouloudia, et il lui disait, tu as vu, c'était un bon match, ça paraît-il, c'était effectivement un bon match. Même le football. Et pourtant, il n'y avait pas de décision sur le football. Tout le monde le croyait. Saïd Saadi disait, c'est son expression. Et, ce n'est que maintenant que les autres ils disent Rasoul ou là. Mais en tout cas, je pense que ça à un moment. Oui, Étant la seule femme, donc vous. Merci. Le micro. C'est bon, là, c'est allumé. Voilà. Et donc j'ai lu cette chronique et j'ai toujours partagé vos analyses. Hein. Je ne me suis jamais sentie en porte-à-faux avec vous. Prenez-le comme vous voulez, mais c'est des analyses, c'est très fin, c'est subtil, vous essayez souvent d'être juste. Et donc si M. Hamouche a dit ça, et en quelque sorte c'est la réalité, c'est-à-dire le changement viendra quand viendra aussi de l'intérieur du régime. C'est-à-dire quand quelque part il s'est passé quelque chose, il y a des clans, il y a certaines générations qui se sont dit peut-être c'est le moment de laisser ce peuple s'exprimer, d'aller vers une démocratie moderne, etc. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait des manifestations de médecins, ils ont été tabassés. Comment, c'est-à-dire du jour au lendemain, des manifestations se passent sans qu'il y ait un policier, sans qu'il y ait de la répression. Donc il s'est passé quand même quelque chose de l'intérieur où il y a une volonté de changement. Peut-être c'est pas tout le monde, c'est pas Gaïd Salah. Moi je l'ai compris comme ça. C'est-à-dire il y a une volonté, même entre les clans quand même. Je vais pas dire que c'est grâce à eux si le peuple n'était pas sorti en nombre. C'est parce que justement il y a eu des manifestations pacifiques, il ne s'est rien passé, que par la suite les gens ils sont sortis, la parole s'est libérée, il n'y avait pas cette peur de sortir en famille, etc. Moi je sors avec un bébé de 2 mois. Donc, quelque part, il y a eu une volonté à l'intérieur des clans du régime qu'il y ait quand même qu'on passe à autre chose. Maintenant, moi, ma peur, c'est-à-dire je ne partage pas l'optimisme quand on dit que les gens, ils sortent, le débat va s'installer, on va élire des gens, etc. J'ai l'impression que les gens savent ce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent que toutes les têtes descendent, mais ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. La preuve, il y a un débat à l'université, les gens ne viennent pas. C'est ça le problème. Ils sont venus hier pour les marches. Pourquoi ils ne sont pas là justement pour débattre des idées, pour voir quelle est la meilleure façon d'élire des représentants? Parce que là, il y a le problème. Tout le monde dit partez tous. Mais alors la transition, techniquement, comment elle va se faire? Qui va inviter? Qui va tenir les clés de la maison? Inviter les gens à installer un gouvernement de transition. Est-ce que c'est la première des choses à faire? Un gouvernement de transition. Est-ce qu'une constituante? Ça, c'est des trucs techniques dont il faut discuter. Moi, je pense que c'est le moment. Hein, il ne faut pas dire non, ça viendra, ça s'imposera, on va marcher. C'est le moment qu'il y ait débat, techniquement, comment on va installer cette transition. Et Gaïd Salah, hier, je pense qu'il ne s'est pas montré à la télévision parce que c'est pour donner l'ordre à Bouteflika. Bien sûr, ils se sont entendus entre eux. Il a lâché Saadani pour faire un petit peu la pub bien avant. Les gens du FLN, du RND commençaient quand même à dire, à se démarquer de la feuille de route. Donc, ils étaient déjà au parfum. Mais c'est pour dire qu'il y a quelqu'un, dorénavant, donc, quelque part, il faut compter avec l'armée en quelque sorte comme interlocuteur.
Voilà, parce qu'il pouvait le dire à l'oreille du Conseil constitutionnel de s'autosaisir. Ah, et on va avoir ça au journal télévisé. Par miracle, le Conseil constitutionnel s'autosaisit et décide d'appliquer l'article 102. Mais il fait ses discours depuis quelque temps exprès, c'est pour ça. Voilà, c'est pour dire que, et quelque part dans l'opposition, il y a des gens qui disent qu'on veut l'armée comme interlocuteur. C'est-à-dire tout le monde quitte la baraque et c'est l'armée qui va installer la transition. Donc moi, je pense que c'est ça les questions qu'il faut poser. C'est-à-dire d'un côté, les gens ils disent partez tous, mais alors, comment on va installer cette transition? La transition va se passer, mais comment? Qui va inviter tel ou tel? Et les personnalités, est-ce qu'on va se contenter du plébiscite d'Internet? Vous-même, vous avez dit tout à l'heure qu'il suffit que n'importe qui balance un avis pour qu'il soit influent. Voilà, donc est-ce qu'on va compter sur Facebook pour avoir un plébiscite des personnalités qui sont peut-être admirées par les Algériens? Comment installer cette commission des sages? Voilà un petit peu ma question. Merci, madame. Je fais un petit commentaire. Et une conclusion. Bon, le changement de l'intérieur que décrit madame, c'est pas tout à fait, je crois, ce qu'il entendait dans ce sens-là. Bien sûr qu'il y a des contradictions internes. Et il y avait des gens qui étaient pressés. Moi, je sais qu'il y avait des soutiens de Bouteflika. Quand Ouihia, par exemple, dit « Je ne me présenterai jamais contre Bouteflika », mais parce qu'il attendait son heure. Son heure, c'est l'après Bouteflika. Mais le même régime, les changements de l'intérieur changent le régime, pas deux régimes. C'est pour ça que je ne peux pas attendre de Amara ou la Rôle ou un changement de l'intérieur. Ils attendent leur heure et ils font tout pour ça. Ils ont trop attendu la deuxième question, c'est vrai que c'est le plus difficile. Quand vous demandez à quelqu'un ce qu'il veut pas, c'est plus facile que quand vous lui demandez ce qu'il veut. Et là, c'est pour ça que le mouvement doit se transformer, doit évoluer dans sa partie manifestation, c'est très bien, mais dans sa partie proposition, dans sa partie imagination, il doit se mettre au travail. Et la semaine entre les vendredis doit servir plus à ça qu'à faire d'autres marches et d'autres grèves. Et le temps presse. Voilà, merci. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Voilà, je suis très content. Bon, alors, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté l'invitation, d'être venu d'Alger, et vous allez repartir à Alger, donc nous vous souhaitons un bon retour et merci encore.